Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. L'exposition Le marché de l'art sous l'occupation est désormais ouverte au lieu de mémoire Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes. À l'heure où les cas de restitution d'œuvres d'art spoliées se font de plus en plus nombreux, l'exposition nous aide à comprendre le parcours complexe de ces œuvres d'art, entre leur confiscation et parfois leur restitution. Emmanuel Pollack, docteur en histoire de l'art, spécialiste du marché de l'art sous l'occupation et commissaire scientifique de l'exposition, et notre invité. C'est parti pour Art et Marché. De la spoliation à la restitution, l'exposition Le marché de l'art sous l'occupation retrace le parcours des œuvres d'art appartenant aux familles juives spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Une exposition à découvrir au lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon dans le département Haute-Loire du 2 juillet au 28 novembre 2026. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Emmanuel Pollack. Bonjour. Bonjour Sybille. Vous êtes docteur en histoire de l'art, spécialiste du marché de l'art sous l'occupation et commissaire scientifique de cette exposition. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemblait le marché de l'art à cette époque-là ? Est-ce qu'il y avait un marché de l'art et est-ce que c'était les mêmes références qu'on a aujourd'hui ? Alors, c'est une question que je vous remercie de me poser parce que c'est tout à fait édifiant. Il y avait effectivement un marché de l'art et ce marché de l'art était florissant. Oui. C'est un véritable boom économique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un afflux de marchandises, il y a un changement de clientèle et il y a beaucoup d'œuvres sur le marché. Il y a également de l'argent. On a un Reichsmark très important par rapport au franc et on a sous l'occupation allemande donc un changement de clientèle. Vous comprenez que les Juifs ne peuvent plus se présenter à l'hôtel Drouot, qui est vraiment le lieu, le théâtre de ce marché de l'art, à partir du 17 juillet 1941. Et qu'en lieu et place, eh bien, ce sont les directeurs des musées allemands, directeurs des musées suisses qui vont venir à Paris et qui savent qu'il y a des grandes affaires à faire, avec la possibilité effectivement de se retrouver au cœur de ce centre artistique qu'était Paris avant la guerre. Et donc on a ces mêmes acteurs, c'est-à-dire des galeristes, des collectionneurs vraiment importants, des maisons de vente aux enchères aussi qui ont déjà leur place très, très présente. Tous ces acteurs-là qu'on connaît aujourd'hui, ils sont déjà présents à l'époque. Ils sont déjà présents, ils sont très occupés, ils travaillent énormément et croyez-moi, les commissaires-priseurs ont des belles ventes sous leur marteau d'ivoire. Donc c'est assez indécent quand on sait qu'une partie de la population française est stigmatisée, qu'on lui impose le port d'une étoile, qu'on l'éradique de la vie économique, qu'on l'interne dans les camps de Drancy et puis plus tard, eh bien, interné et envoyé dans les camps de la mort et exterminé dans les camps polonais. Donc, vous voyez que c'est ce qui m'a alertée, c'est de avoir la possibilité de montrer à un large public quel était ce marché de l'art pendant l'occupation et comment finalement les galeries, la géographie des galeries a aussi changé puisque les marchands juifs de confession juive ou considérés comme tels, eh bien, ont été éradiqués de la vie économique. Leurs galeries ont été arianisées. Lorsqu'ils ont la possibilité, ils trouvent refuge aux États-Unis ou dans le sud de la France tout d'abord, et puis ensuite avec la possibilité de traverser l'Atlantique. Mais on voit que cette géographie eh bien, change et que certains collègues, avec cynisme, vont venir arianiser les galeries d'art de leurs collègues juifs en connaissant bien évidemment quelles sont la législation antisémite qui permet cette arianisation. Oui, parce que quel était le systématisme ? Est-ce qu'il y a eu des lois imposées à cette époque-là qui contraignaient, qui imposaient tout à fait. des éléments concernant les œuvres d'art ? Tout à fait. Tout d'abord, les ordonnances allemandes qui, très vite, vous savez que Hitler est intéressé au premier chef à l'art, qu'il a souhaité mettre au pas la culture, que pour lui c'est important. Il est un des refusés de l'école des beaux-arts de Vienne à 2 reprises et pour lui, la culture est très importante. On se souvient de l'exposition Entartekunst en 1937, l'art dégénéré à Munich et la volonté de présenter en face la grande exposition de l'art allemand pour
mettre au pas cette culture. Et très vite, la volonté d'Hitler est de monter un musée à Linz, en Autriche, et de récupérer, de spolier, d'avoir une confiscation des œuvres appartenant aux familles juives, bien évidemment en France occupée, mais également aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. C'est un pillage européen. Et à ce titre, on voit qu'il y a donc un mouvement des œuvres et une confiscation des œuvres vers l'Allemagne pour ce qui sont les œuvres de facture classique et vers la Suisse, les œuvres plutôt modernes des Picasso, des Matisse, des modernes qui vont proposer de nouveaux langages picturaux qui seront interdits par les critères esthétiques nazis. Donc c'est ce qu'on observe et ça c'est véritablement très intéressant, et on voit que ce mouvement européen finalement se reproduit à une moindre échelle au sein du marché de l'art à Paris, avec notamment dans la convocation de l'histoire du goût, puisque les œuvres de facture classique vont être très élevés, avoir des prix très élevés, être recherchés, ce qui n'est pas du tout le cas des factures, des modernes, qui vont être très dévalorisées et très dépréciées. Donc voilà ce que j'ai essayé d'analyser. Oui, parce que je me disais, est-ce qu'on arrive à voir, à essayer de comprendre quel stigmate il laisse sur le marché de l'art et sur l'histoire de l'art, parce qu'en fait ce sont des parcours d'artistes déviés, voire arrêtés, ce sont des collections qui sont qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, qui ne sont plus parfois ils sont pas forcément dans les musées alors qu'ils auraient pu l'être. Enfin, en fait, ce sont toutes ces trajectoires déviées. Est-ce qu'on arrive à voir quel est l'impact et presque un avant-après du marché de l'art présent de l'époque? J'aime beaucoup votre formule, effectivement, de trajectoire déviée. Vous avez des artistes qui sont purement et simplement radiés, oui, qui n'ont plus la possibilité de travailler parce qu'ils sont juifs. On pense quand même aux surréalistes qui ont trouvé refuge aux États-Unis autour de la belle figure de Varian Fry qui a essayé depuis Marseille de sauver ces artistes qui appartenaient au mouvement surréaliste. Mais il y a aussi des écoles et des mouvements artistiques qui vont être stoppés, qui vont être tout à fait dépréciés. C'est toujours à mettre avec beaucoup de décence sur l'unicité de la Shoah et sur le fait que ce crime est un crime mineur par rapport au crime majeur. Et ça, c'est ce qui est vraiment important. Et c'est ce que je veux montrer, notamment dans cette exposition dont j'assure le commissariat au Chambon-sur-Lignon. Effectivement, les tableaux ont eu des trajectoires déviées. Les tableaux ont été spoliés, ont été confisqués. Mais ce sont des témoins silencieux de cette histoire. Ils deviennent assez importants parce que nous perdons les témoins de la Shoah. Nous avons de moins en moins de témoins directs de la Shoah. Et je pense que pour les générations futures, c'est important aussi, à travers ce biais, à travers le biais du patrimoine, à travers le biais du patrimoine, effectivement, eh bien, de montrer en résonance, mais toujours avec beaucoup de décence, parce qu'une vie humaine, rien n'égale une vie humaine. Ça, c'est véritablement important, même si nous aimons beaucoup les œuvres d'art. Eh bien, je pense que présenter cette exposition au Chambon-sur-Lignon, c'est une volonté de faire entrer en résonance cette histoire de l'art, cette histoire du patrimoine qui nous appartient. C'est notre culture également que les nazis ont souhaité éradiquer et pour lequel des gens se sont battus. Comment est-ce que vous avez travaillé justement alors cette exposition, ce parcours? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant? Tout d'abord, l'histoire du goût, comme je viens de vous l'expliquer, avec cette opposition des modernes et des anciens, en repartant de l'exposition de Munich de 1937, montrer comment Hitler a souhaité prendre la culture et l'imposer selon ses propres critères, qui sont des critères assez pauvres. Il n'a pas la possibilité de comprendre les nouveaux langages picturaux proposés par les artistes, notamment les artistes de Paris, les artistes que ça soit les courants cubistes, les avant-gardes, bien évidemment. Il va mettre au pas les musées allemands, éradiquer tous les modernes, déposer des cimaises les œuvres d'art moderne pour les vendre, comme on le sait, le 30 juin 1939 à Lucerne. Et Paul Rosenberg, grand
marchand d'art qui sera persécuté et qui aura encore une grande collection spoliée, eh bien, mettra ses collègues en garde et leur dira, si vous vous rendez à Lucerne, eh bien, et si vous achetez des œuvres d'art, vous aurez en retour, eh bien, des bombes sur le nez. Vous recevrez des bombes sur le nez, effectivement, parce que les musées allemands font croire qu'ils vont vendre les œuvres d'art moderne pour les remplacer par des œuvres anciennes, mais en réalité, c'est pour racheter de l'armement. Donc, il avait entièrement raison. Donc, c'est vraiment cette histoire du goût. Et puis ensuite, je prends 2 parcours de galéristes. La grande galerie Paul Rosenberg, bien évidemment, qu'on connaît, avec le bel ouvrage d'Anne Sinclair, 21 rue La Boétie, qui rend un hommage à son grand-père. Et une autre galerie, plus modeste, mais qu'une belle exposition à l'Orangerie a rendu célèbre. Je parle du parcours de Berthe Veil, une marchande d'art assez modeste qui va avoir, qui est visionnaire et qui va avoir dans sa galerie les plus grands Picasso, Derain, Dufy. Et Marianne Le Morvan, une de mes amies, eh bien, a rendu une très très belle, a rendu hommage à cette galeriste dont elle conserve les archives à l'Orangerie. Puis je voudrais emmener le public du Chambon-sur-Lignon à Drouot en 1942. J'ai des photographies exceptionnelles qui nous présentent un reportage photographique de la venue de Jean Tissier. Jean Tissier, un acteur, un comédien célèbre de l'époque. Il travaille pour la Continentale avec les fonds allemands et il se rend à l'hôtel Drouot. On le suit à l'hôtel Drouot. Et là, j'essaye de montrer ce qui se passe. Ensuite, j'essaye de montrer le pendant du marché de l'art à Nice avec une vente. Une vente qui a marqué les esprits. Parce qu'elle est spoliatrice, parce que depuis 2014, je me bats pour la faire reconnaître spoliatrice et je présente le parcours des œuvres. Je présenterai une conclusion sur ce marché de l'art qui finalement supporte assez bien l'épuration. Les galéristes, les commissaires-priseurs qui auront beaucoup travaillé pendant cette période seront finalement assez peu inquiétés. Et puis, il y a la cerise sur le gâteau, il y a la traçabilité d'une œuvre d'art, un tableau de Thomas Couture que j'aime beaucoup, retrouvé dans la collection d'Hildebrandt-Gurlitt, le fils d'un des marchands d'Hitler, et pour lequel eh bien, nous avons fait des recherches et nous avons pu permettre la restitution à la petite fille de Georges Mandel. Et là, il nous reste 30 secondes, mais justement, parlant de restitution, vous sentez aujourd'hui qu'on est depuis cette loi cadre qui a permis de justement cadrer de meilleures restitutions d'œuvres d'art spoliées, on est aujourd'hui dans une nouvelle ère, en tout cas, de restitution qui est formidable pour l'histoire. Bien évidemment, un âge d'or de la recherche de provenance. Vous appelez ça un âge d'or ? Moi, je l'appelle un âge d'or de la recherche de provenance. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'y met. Il faudrait que le marché s'y mette encore mieux, encore plus, mais il y a la volonté d'une plus grande transparence et il me semble que la provenance est toujours un plus. Elle participe de la matérialité de l'œuvre, elle lui donne une valeur ajoutée et nous ne pouvons plus contempler les œuvres en dehors de leur propre contexte. Il faut savoir quand elles ont été réalisées, par qui elles ont été réalisées et quels ont été leurs différents propriétaires. C'est un plus, il ne faut pas avoir de la provenance. Il ne faut pas avoir peur de la provenance. Ne pas avoir peur de la provenance. Merci beaucoup Emmanuelle Pollack. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire de l'art, spécialiste du marché de l'art sous l'occupation et commissaire scientifique de l'exposition Le marché de l'art sous l'occupation au lieu de mémoire du Chambon sur Lignon. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.